sont passés pour des clients. Hein. C'est bien rodé. Ouais, c'est bien rodé. C'est bien rodé leur petit jeu. Hop, tu vois, il commence déjà à sortir son arme là. Ah, et hop, c'est voilà, parti. il passe derrière la victime. Ah, il le colle sur le cou, regarde. Ouais. Sur le cou. Voilà, là, ils ont ouvert le tiroir caisse, là, ils l'ont trouvé. Là. Ça fouille, hein. Ça fouille. Ouais, mais non, Putain, il a pris les billets. hein. Il a pris les billets là. Cette vidéosurveillance a été filmée il y a quelques heures dans un hôtel parisien. Durant la nuit, 2 malfaiteurs ont braqué une dizaine d'hôtels. Abdel, Bertrand et Teddy sont des policiers spécialistes des vols à main armée. Ils appartiennent à l'élite des enquêteurs, la police judiciaire parisienne. Quand on voit les deux individus rentrer dans l'hôtel, ils se présentent en tant que clients, hein, ça se voit, ils demandent des renseignements au réceptionniste. Et puis ils font le tour du comptoir, ils le mettent au sol avec violence, hein, en lui plantant notamment le pistolet dans le cou. Un vol à main armée assez violent celui-là quand même. Ils ont l'air d'être un petit peu aguerris parce qu'ils prennent leur temps, ils sont pas stressés. ils ont pas l'air d'être stressés, donc on peut s'imaginer que c'est pas la première fois qu'ils font ça, hein, mais on peut s'imaginer. Bertrand a vu juste. En quelques heures, les plaintes s'accumulent. Il s'agirait de la même équipe de braqueurs. Huit réceptionnistes d'hôtels ont été agressés, toujours avec la même violence. Le visage des malfaiteurs est enregistré par plusieurs caméras de surveillance. Afin de les identifier, les enquêteurs de la PJ vont entendre le personnel des hôtels. Sur la planche photo qu'on vous montre là, vous reconnaissez ces personnes? La tranche d'âge, vous ne l'avez pas dit, vous voulez vous rappeler? Ouais, la trentaine pour les deux. Premier, hein. Ouais, mais pour le deuxième. Le deuxième, J'ai dit juste plus jeune, ouais. Plus jeune que la trentaine. Bertrand et Teddy recueillent leur témoignage, celui d'une nuit de cauchemar. Au niveau des violences, qu'est-ce qu'ils vous ont fait les deux? Ils ont posé l'arme sur... Une arme de quoi? Une arme sur... Et les marques qu'on observe sur votre cou là, c'est l'étranglement dont vous avez été victime? Ouais, c'est ça. Vous avez pris des coups en plus? J'ai pris quelques coups. Ouais. Des coups de pied? Ouais. Si vous sentez que dans les jours qui viennent ça va pas, Ouais. vous verrez un psychologue. Et on a une psychologue au service qui est attachée à notre service. Donc elle, vous pouvez la voir assez rapidement s'il y a un souci. Ils sont comportés comment avec vous? Violent. Nerveux peut-être, insistant, enfin voilà. Je dirais violent et nerveux. Là, il m'a attrapé, il m'a mis l'arme. À ce moment-là, il me demande de m'allonger en continuant à mettre des coups de pied. On fait pas le malin quand il y a une arme à feu en face de soi, quoi. Le butin des 8 braquages, moins de 1 000 € en tout. Une somme dérisoire, en regard du traumatisme infligé aux victimes. C'est un énorme préjudice, surtout quand on est commerçant. Parce que après tous les matins et toute la journée, vous vous demandez si ça va pas se renouveler, si vous n'allez pas risquer votre vie en allant travailler. Il y en a beaucoup qui se retrouvent en dépression. Les témoignages n'ont pas permis d'identifier les deux agresseurs. Teddy transmet alors à toutes les unités d'Île-de-France des photos tirées des vidéosurveillances. Et cette stratégie va payer. Cambriolage, braquage, meurtre, agression sexuelle. Nous avons pu passer plusieurs mois dans l'univers très fermé de la PJ parisienne. 3 districts de police judiciaire, appelés DPJ, se partagent la capitale sous le contrôle du mythique 36 quai des Orfèvres. Nous allons accompagner les enquêteurs du 3e DPJ, leur terrain de chasse, la rive gauche de Paris. À sa tête, le commissaire divisionnaire Patrick Ivars. Empreintes, ADN, vidéosurveillance, écoute téléphonique, c'est le quotidien des limiers du 3e DPJ. Top, interpelle. Nous allons suivre aussi la traque du fugitif le plus recherché de France.
Ces policiers du 3e DPJ ont une spécialité, les vols à main armée. Quelques heures après la série d'agressions dans des hôtels parisiens, Teddy et Bertrand ont récupéré des photos des braqueurs présumés grâce à la vidéosurveillance. Un avis de recherche est immédiatement diffusé dans tous les commissariats d'Île-de-France. Une demi-heure plus tard, un coup de téléphone d'un commissariat de Seine-Saint-Denis. Ouais, et en plus, il est petit, ouais, ça peut coller, hein, parce qu'on a deux petits. La virée de l'un des deux braqueurs d'hôtel se termine au petit matin. Sur ces images, l'homme menace un chauffeur de bus avec un pistolet pour lui voler sa caisse. Le braqueur a été interpellé en flagrant délit par une patrouille. Il correspondrait à la photo transmise par Teddy. J'en ai d'autres, il était identifié. Ouais, c'est lui. Bah je sais pas, on regarde les vidéos là, mais ça a l'air de bien correspondre. Bon allez, dépêchez-vous là, on y va. Bertrand se rend à Stein, dans le nord de la région parisienne, afin d'identifier le suspect. C'est inattendu, oui, mais c'est plutôt une très bonne nouvelle. Ouais. Voilà, il y a des dossiers qui vont très vite, comme ça a l'air d'être le cas pour celui-là. Après, la plupart du temps, malheureusement, les auteurs ils sont en fuite et c'est à nous de les rechercher, donc oui, ça peut durer des mois, ouais. Voire même des années. Un 9e braquage, encore une fois à visage découvert, et pour seulement quelques euros. Il est pas très intelligent. Oui, mais je crois que ça se voit sur ce qu'on voit des déroulements des faits. Ouais, non, mais c'est pas... Ça n'a pas l'air d'être un intellectuel. Dans les effets personnels du suspect, les policiers trouvent une arme qui correspondrait à celle utilisée lors des 9 braquages. Un pistolet qui est en fait factice. C'est aussi impressionnant qu'un vrai parce qu'il est en métal, il est très lourd. Un vol à main armée qui soit commis avec une arme factice ou une véritable arme, ça reste un vol à main armée parce que la victime, de toute façon, sur le moment ne peut pas faire la différence. Et puis c'est aussi impressionnant, maintenant vu les imitations qu'ils font, c'est aussi impressionnant qu'une véritable arme, donc ça reste des faits criminels. Quelques minutes plus tard, Bertrand identifie formellement le braqueur présumé. Merci, au revoir. Au QG du 3e DPJ, les policiers du groupe de répression du banditisme, le GRB, sont engagés dans une course contre la montre. Ils doivent obtenir des aveux avant la fin du délai de la garde à vue. Pour mettre l'homme en confiance, les policiers l'autorisent à fumer. Est-ce que t'es l'auteur de ces vols? Est-ce que je suis l'auteur de ces vols? Ouais, les vols qui se te sont reprochés. Oui, monsieur. Très vite, l'homme avoue, dans les moindres détails. Ouais, toujours le même mode opératoire. Je regarde à gauche, je regarde à droite. Je me charge comme ça. Je prends par le cou, Ouais. je pointe l'arme. Il était pas au sol comme moi, je voulais. Comme ça. Ouais. D'accord? Ouais. Il était au sol comme ça. Mais pourquoi tu me frappes alors? D'accord. Parce que pourquoi à chaque fois il se retournait comme ça pour nous regarder. Et moi je lui ai dit juste tu fais ça. Sans même chercher à comprendre à faire comme ça. Pourquoi? Je vous assure monsieur. Je braquerai plus jamais de ma vie. Non. Je suis un petit poisson. Un petit braqueur alors. Même pas. Je suis un petit poisson qui a commis Un des petit larcins poisson. de vol. Mais un petit poisson qui mange beaucoup devient un gros poisson. Et nous, on est chargé de prendre des petits poissons. Comme ça, ils vont pas devenir des gros poissons. Oui, mais Tu vous savez comprends? l'exemple. Ce qui est un peu dérangeant, c'est le nombre de faits qu'il y a. Ouais, 2, Un seul, c'était déjà beaucoup. 2, 3. L'enquête n'est pas bouclée. L'un des deux braqueurs court toujours. Abdel et Teddy veulent que le suspect livre l'identité de son complice. Ça fait comment le gars? Ça fait comment le gars? Toi t'as des gosses, tu préfères prendre pour un gars que tu connais à peine et tu me dis... Grosso modo, on va pas aller par un cas de chemin. C'est simple, si je dénonce le monsieur là, demain ça va partir à toute la cité. C'est une balance. La cité, l'appartement ma mère, il brûle. L'appartement mon père, il brûle. Mes deux parents, ils brûlent en même temps. Ma femme, ils vont la violer. Ma fille, ils vont la kidnapper. Mon fils, ils vont le kidnapper. Et moi, je m'assois sur une bouteille. Donc, je préfère prendre 10 ans tout seul que Wyatt dénoncer. Voilà, si ça peut vous aider. Je ne suis pas une balance. Si je balance, je suis mort.
Le jeune homme sera jugé par une cour d'assises pour ses 9 braquages. Il risque jusqu'à 20 ans de prison. Le commissaire divisionnaire Patrick Ivars dirige le 3e DPJ. Il sait qu'il faut interpeller au plus vite le complice avant qu'il ne récidive. Il a quoi comme complice? 1, 2 mecs? On est sur un sûr. Que si je résume, je crois qu'ils s'en font 2 de façon certaine sur le 13e, 14e arrondissement, c'est ça? 13e, 14e. Quand il braque les hôtels, le mec, il braque à 2. Exactement. Ouais, c'est ça. Bon, si je résume, les interpeller la semaine prochaine. Voilà. Comme d'hab. Ouais, on va faire notre possible, hein, Ouais, ça comme marche. d'habitude. Je compte sur vous. Hein. Oui. Malgré les efforts des enquêteurs, une semaine plus tard, l'affaire semble au point mort. Fabrice, le chef du groupe banditisme, est persuadé que le complice n'en est pas à son coup d'essai. Inlassablement, il passe au crible les fichiers de la police, dans l'espoir de reconnaître le second visage filmé par les vidéosurveillances. Et 3 semaines plus tard, Oui, c'est pas mal. Oui, c'est bon, à mon avis. Mais Et là, ça- je regarde un peu ça la peut vidéo et ça peut coller, ouais. Il est petit, hein. Ouais, c'est pas mal, hein. C'est quelle taille il fait là, fais voir. Ouais, c'est pas mal du tout. Je pense que c'est lui. Il est beau là le complice. Là. Dis bon. Ah ouais, bah, Il est pareil, beau. quoi. Bah oui, c'est lui. Ah oui, number one quoi. Il est né à ce temps. Exact. tout s'accélère. Le braqueur est localisé en banlieue parisienne. 5h30, le lendemain, Fabrice, Bertrand et tout le GRB veulent cueillir leur cible au saut du lit. Il habite dans une cité sensible. C'est la police, monsieur, ouvrez la porte. Ouvre, la police, monsieur, là. Venez votre chien. Bonjour. Une affaire de vol à main armée avec. C'est un juge d'instruction qui nous envoie. Le braqueur présumé ne semble pas étonné de voir les policiers. Vous avez une arme chez vous, monsieur, ou pas? Non, non. D'accord, mettez un t-shirt. Les braqueurs d'hôtel ont été déférés puis incarcérés en attendant leur procès. Au sein du 3e district de police judiciaire, Damien et Quentin gèrent des affaires souvent dramatiques. Pendant l'été, ils sont saisis d'une enquête, comme les policiers de la PJ en vivent rarement. L'affaire débute dans le 13e arrondissement, le quartier asiatique de la capitale. Damien et son collègue découvrent une scène de crime très pénible. Dans cet appartement, un homme de 22 ans vient de tuer sa mère avec un couteau. Il a aussi blessé grièvement 2 autres membres de sa famille. L'auteur présumé donc, aurait d'abord attaqué sa mère dans la chambre, se serait ensuite pris, aurait blessé aussi son frère et la petite amie de son frère, avant de, peut-être qu'on suppose qu'il a essayé de mettre fin à ses jours. Le suspect, le fils cadet, a été conduit en soins intensifs. La police scientifique fige la scène du crime et examine chaque centimètre de l'appartement. Ce qui est compliqué quand on arrive sur ce genre de scène, c'est effectivement de reconstituer les faits, parce qu'il y a beaucoup d'éléments qui ont été bougés, notamment par les secours pour tenter une réanimation.
Et donc notre travail est d'abord de constater, de décrire les lieux tels qu'on les trouve quand ils arrivent, pour ensuite éventuellement essayer d'interpréter ce qui s'est passé. C'est toujours une vie humaine, la vue du sang est toujours particulière. Après, chacun a sa façon de se protéger, mais pour ma part, j'essaye de faire abstraction de l'horreur que j'ai face à moi. Pour les enquêteurs, tout se joue dans les heures qui suivent le crime. En attendant le précieux témoignage des victimes, les policiers essaient d'en savoir plus. Jeune homme type asiatique, apparemment pas plus d'informations quant à présent, quoi. Pas d'antécédents a priori psychiatriques ou psychologiques. L'enquête quand même elle est malheureusement assez simple puisque on a déjà a priori l'auteur. Là effectivement c'est plus le côté du pourquoi du drame, qu'est-ce qui a poussé ce jeune homme à massacrer comme ça sa famille. C'est ça qui va être intéressant entre guillemets de comprendre. Pour l'instant, une seule personne peut éclairer les policiers. Cette jeune fille est la belle-sœur du meurtrier présumé. Elle a été poignardée à plusieurs reprises. Son état s'est stabilisé il y a à peine 1 heure. Les médecins ont donné leur accord pour que Patrice du groupe crime puisse l'interroger. J'ai ici, là, dans le dos, et en haut de la nuque, et sur l'omoplate ici. Voilà, et j'ai un coup sur le visage. Si vous avez besoin de faire une pause, on fait une pause. Si vous avez besoin de vous lever, respirer, marcher, évacuer, voilà. On fait ça à votre rythme, d'accord? Le matin, je ne sais pas à quelle heure, Ouais. on l'a entendu faire. Ah, d'accord. J'ai entendu crier. Crier, ouais. D'accord. Comme de la rage. Et là, je l'ai vu devant moi, il m'a regardé et tac, il est allé vraiment vite. J'ai fermé les yeux, j'ai même pas vu le couteau. Malgré la panique, la jeune femme a eu un réflexe qui lui a sans doute sauvé la vie. Ensuite, vous réfugiez dans la salle de bain. Et je me suis directement enfermée dans la salle de bain, en face, parce que c'est la seule salle avec un loquet. Ah. Moi, je sais que j'ai imaginé le pire. On voit pas la fin. On attend qu'une chose, c'est pouvoir partir, que les secours arrivent. Rien ne laissait présager qu'il allait nous sauter dessus avec un couteau et qu'il allait nous agresser sauvagement. Les parents de la victime ont traversé la France pour être à ses côtés. Les policiers, eux, en savent un peu plus sur le déroulement des faits, mais toujours pas de mobile. Ils vont maintenant essayer de déterminer avec précision les causes du décès de la mère de famille. Ce qui attend Patrice aujourd'hui est l'un des moments difficiles de la procédure. Là, on va assister à l'autopsie qui a été demandée par le procureur de la République. Donc, en fait, ça va nous permettre déjà d'avoir des éléments matériels sur le décès de la victime. C'est-à-dire ce qui a donc causé le décès. En cas de mort violente ou suspecte, l'autopsie est systématique. Pendant presque 3 heures, Patrice va assister aux analyses du médecin légiste. Ces conclusions doivent permettre de savoir si le suspect a volontairement ou non poignardé sa mère. C'est un coup assez violent qui a sectionné une cervicale et qui a provoqué une hémorragie jusqu'à la base du cerveau. Ça va écarter la thèse de l'accident, puisque forcément s'il est entendu et qu'il nous dit en fait j'avais le couteau à la main, on s'est bagarré, et puis ma mère a accidentellement tombé sur le couteau, alors que là pour sectionner la cervicale, on sait que c'est un coup volontaire et violent. Reste à comprendre les motivations du meurtrier présumé. Il est encore hospitalisé dans un état grave. Impossible de l'entendre pour le moment. Alors les policiers se tournent vers la 3e victime du drame, son frère.
C'est dans l'unité de soins intensifs d'un hôpital parisien que Camille du groupe Crime tente d'en savoir plus. Et on avait dit là, tu sais là, La au niveau de la cuisse. Dans ce genre de situation, le tact s'impose. Est-ce qu'il y a un des deux parents qui était quand même plus tendre avec vous? Mon père, il me parlait beaucoup plus à moi qu'à mon frère. On va dire que j'ai toujours été un peu plus gâté que lui en plus de ça. Enfin, c'est toujours moi qui passais avant, parce que j'étais l'aîné et lui ensuite. Ça donne la sensation que c'est un acte isolé, tu sais, de quelqu'un qui développe une psychopathologie, mais de manière très très lente, qui ping, tout d'un coup, passe à un stade supérieur, est un passage à l'acte qui est, même pour lui-même, totalement incompréhensible. La question qui tue... Est-ce que tu souhaites déposer plainte? Non. D'accord. Pourquoi? Parce que c'est mon frère. Même si aucune plainte n'est déposée, le meurtrier présumé risque la prison à perpétuité, sauf en cas de pathologie mentale. Il y a une chance sur deux qu'il soit transféré en hôpital psychiatrique. Sur les affaires où il y a mort d'homme, on est toujours inquiet. On est toujours inquiet de savoir ce que ça va devenir, comment ça va être. En fait, on est toujours curieux de savoir comment la justice va se positionner pour réparer un préjudice. 4 jours plus tard, un collège de psychiatres déclare l'agresseur irresponsable. Il sera interné dans un hôpital psychiatrique et ne sera donc pas jugé. « 9h du matin, dans le sud de Paris. Bon allez, c'est la matinée croissant là, pour tout le monde. Croissant et pain au chocolat. Merci Fabrice. Bah de rien. Pour le groupe de répression du banditisme, le GRB, c'est une matinée comme les autres. Mais ce jour-là est en fait le point de départ d'une traque qui va mobiliser Abdel, Fabrice et Cyril pendant plusieurs mois. En France, à présent, plusieurs faits divers. Et d'abord, le braquage d'une bijouterie en plein Paris cet après-midi. Le malfaiteur est entré armé dans une boutique du 7e arrondissement. Il a ligoté le personnel avant de repartir avec son butin. Le braqueur a attaqué la joaillerie à l'arme de guerre. Avec sa Kalachnikov, il a volé pour plus de 80 000 € de bijoux en quelques minutes. La jeune vendeuse est sous le choc. Il m'a mis au sol. Il m'a attaché les menottes dans le dos, les mains dans le dos. Il m'a mis du scotch sur la bouche. Il m'a soulevé brusquement pour me traîner en arrière-boutique. Il m'a traîné violemment en arrière-boutique. Ouais. D'accord. Et il proclamait des menaces de mort. L'agression est rapide et méthodique. Pour les policiers, l'homme pourrait appartenir au grand banditisme. Grosso modo, Il avait dû faire des repérages, il savait qu'il y avait des vidéosurveillances dans le commerce, donc il a récupéré les disques informatiques des images qui avaient pu être filmées à l'intérieur. Donc on n'a pas d'image de lui dans la bijouterie. Bon, par contre, il a pris la fuite à pied, et à visage découvert, il a emprunté le métro, donc on a des images de lui dans le réseau RATP, donc on a son visage, on sait à quoi il ressemble. Pour l'instant, on n'a pas de nom. Ces images retracent sa fuite. Très calme, il achète un ticket de métro avant de disparaître. Mais les policiers ont des techniques scientifiques de pointe à leur disposition. Alors son erreur a peut-être été de commettre les faits sans gants, donc à main nue, et il a pu laisser des traces ADN sur place, qui vont être envoyées tout de suite à un laboratoire spécialisé pour essayer de ressortir l'ADN du mis en cause, ce qui nous permettrait une éventuelle identification au fichier national des empreintes génétiques, mettre un nom sur un visage. 8 jours plus tard, les résultats du test ADN tombent.
Bonne nouvelle pour Bertrand et Fabrice, l'homme est fiché. Il a été particulièrement violent, il est évadé de prison, c'est un beau client. Bah ouais, c'est pas mal, hein. C'est un beau profil, effectivement. À 23 ans, son casier judiciaire est déjà chargé. Condamné pour braquage et séquestration, il s'est évadé de prison il y a 8 mois. Cet homme, originaire de Marseille, serait très dangereux. Là, il est en évasion, donc ce qui implique que de toute façon, il se cache d'une manière ou d'une autre. Donc il sait, on voit sur les faits qu'il ne prend pas particulièrement de précautions pour ne pas être identifié. Donc on pense qu'il n'en a rien à faire. On pense que lui, en fait, sa logique, c'est de se dire de toute façon, je me cache, ils me trouveront jamais. Souvent, ces individus-là, malgré tout, sous-estiment la capacité de la police judiciaire à réagir vite et à se créer des opportunités d'interpellation. Donc pour un individu comme ça, qui est quand même particulièrement dangereux et qui risque de refaire d'autres victimes, on va mettre les gros moyens pour le localiser. Prudent, il ne possède pas de téléphone portable. Ses relations proches sont placées sur écoute. Pendant plus de 2 semaines, le braqueur présumé ne se manifeste pas. Jusqu'au jour où une de ses amies reçoit un coup de fil. Ouais, moi ça va. Ça vient de migrer. T'as vu? Pourquoi tu m'as pas appelé le jour de mon anniversaire? Pardon, mais tu me manques et je veux te voir. Cyril a maintenant la certitude que le braqueur est au bout du fil. Et son ami va même offrir une information capitale aux enquêteurs. Je veux retourner à Paris moi aussi. Pour les policiers, le message est clair. Tu peux me mettre à combien, s'il te plaît? C'est mes grilles. Ils viennent de se donner rendez-vous dans la capitale. Mais c'est lui, là. Hein? Ah mais c'est la première fois qu'on l'entend. Ouais, non, je sais, ouais, mais c'est bien lui, ouais. C'est ce que je voulais comme confirmation. Et on comprend qu'il monte à Paris. Attends, parce que est-ce qu'on sait qu'il va, voilà, il va venir à Paris, mais il va monter comment? En train? Qu'il va monter en bagnole? Si c'est le train, on peut mettre du monde sur les gares. Impossible de filtrer toutes les routes qui entrent dans la capitale. Alors les enquêteurs du GRB tentent un coup de poker. Un dernier train en provenance de Marseille arrive dans 2 heures à Paris. Ok, il y a assez d'écoute discrète là pour assurer tout le dispo. Il va falloir être physionomiste pour repérer la cible au milieu de 500 voyageurs. Et on n'est pas sûr de nous, mais bon, on préfère assurer le coup parce que vu l'individu que c'est et vu le mal qui se donne à se cacher, voilà, si on a la moindre opportunité, on va sauter dessus. Surtout ce genre de braqueur qui braque à la Kalachnikov ou à l'arme de poing, je pense que c'est le genre d'individu à être armé sur place. Donc on prend le maximum de précautions et le maximum de fonctionnaires sur place surtout. Une vingtaine de policiers de la PJ se mettent en route vers la gare de Lyon. Le GRB se déploie discrètement sur les quais. Pour éviter de compromettre la mission, nous les suivons en caméra cachée. Les passagers défilent sous les yeux des enquêteurs, mais pas la moindre trace du fugitif, ni de son ami. Reste là toi, au cas où nous on va remonter ce train pour voir s'il n'est pas à l'intérieur. Les policiers ont peut-être été repérés. Le train est vide, mais un cabinet de toilette est verrouillé. Il y a quelqu'un ? Hop, hop, hop. C'est bon, c'est réglé. Allez, hop. Allez, hop, personne. C'est bon, on s'en va. Désolé pour le dérangement. Ce soir, au jeu du chat et de la souris, le braqueur a gagné. Pourtant, il est bien arrivé à Paris, sans doute en voiture,
et il fait très vite parler de lui. Braqué à la Kalachnikov. Nouvelle attaque dans le Triangle d'Or à Paris, plus précisément rue François 1er, c'est dans le 8e arrondissement. L'homme armé et apparemment seul a braqué l'endroit. Il a fait main basse sur une importante stock de montres, de bijoux. Il a ensuite pris le temps de récupérer le DVD de la vidéosurveillance avant de s'enfuir à pied. Ah, c'est la mort. Mais non, ça va le faire, ça va le faire. L'ADN est formel, il s'agit bien du même homme. Cette fois, il a frappé le vendeur et le butin est très important. Combien il en a volé de montres? Le mec qui achète, il s'appelle en marchand des montres, c'est 2 millions. Je pense qu'il est tranquille. 2 millions d'euros, le plus gros braquage dans la capitale depuis le début de l'année. Le malfaiteur est de plus en plus audacieux. Les enquêteurs du GRB ont une priorité, stopper l'homme avant qu'il ne passe de nouveau à l'acte. L'été s'installe, les Parisiens sont partis en vacances. Et les centaines d'appartements vides attirent les malfrats. Voilà, on regarde parce que les petites impasses là, il y a souvent des casseurs qui sortent ou qui escaladent, donc on regarde en passant, on sait jamais, on peut tomber sur un casseur. Simon, 56 ans, fait équipe avec Fabrice, 25 ans, la dernière recrue du 3e DPJ. Ce jeune provincial a toujours rêvé d'intégrer la police judiciaire parisienne. Simon et Fabrice sont spécialisés dans les gros cambriolages, qui ciblent notamment les appartements de la rive gauche de la capitale. C'est le terrain de chasse des cambrioleurs, des gros appartements avec beaucoup d'effets de grande valeur. Moi, depuis que je suis arrivé, j'ai été pas choqué, mais on va dire que j'ai été surpris par le nombre de cambriolages qu'il y avait dans le secteur. Donc ouais, ça fait un peu bizarre. Pour que la PJ soit saisie, le montant des cambriolages doit dépasser 50 000 euros. Police judiciaire de Paris. L'appartement au 2e étage a été cambriolé entre le 2 et le 9 août. Vous êtes au courant? Oui. À peine arrivé dans le groupe, Fabrice se retrouve avec une première affaire peu banale. En fait, c'est un vol par effraction au domicile d'une personne qui a mis son appartement à louer sur un site de location sur Internet. Donc c'est un mode opératoire qui sort un peu de l'ordinaire, c'est la première fois qu'on voit ça. Un nouveau business se développe dans l'immobilier, louer son appartement sur Internet à des vacanciers. Depuis peu, des cambrioleurs d'un nouveau genre jouent les touristes pour dévaliser les propriétaires. La victime a fait une erreur, elle a laissé une pièce fermée à clé où elle avait stocké toutes ses affaires et tous ses effets personnels de valeur. Et ben voilà, ces individus étaient manifestement mal intentionnés et ayant vu une brèche, ils se sont dit que derrière cette porte, il y aurait certainement des effets de valeur. Ils ont cassé la porte, ils en ont profité. Pour le préjudice, on est à peu près à 110 000 euros. Donc il y a eu pas mal de bijoux, de vêtements de marque, des sacs à main. Pour une première, je ne vais pas m'ennuyer, il va falloir que je fasse attention à bien tout faire, à bien tout regarder, mais au moins je vais découvrir le métier. Il y a encore quelques mois, le jeune homme vivait chez ses parents, dans le sud-ouest de la France. Bah déjà, moi je fête le retour de mon fils parce que je suis bien contente de le voir. Depuis 4 mois que nous ne l'avons pas vu et puis bon. Attends, il faut... Non. Avant de poursuivre son enquête, Fabrice rejoint sa famille à Toulouse, pour la première fois depuis qu'il est monté à Paris. Celui-là, ça faisait 25 ans qu'il n'avait pas quitté la maison. Et du jour au lendemain, ben voilà, quoi, il a fallu s'habituer à ne plus le voir tous les jours, ne plus laver ses affaires, ne plus voir sa pagaille, ne plus voir tout ça. Ça a été terrible. En vacances? Ah oui, c'est un retour. C'est bon, fatal ça. Le 36 quai des Orfèvres, c'est
qui n'a pas entendu déjà cette appellation. Dans sa première année d'IUT, il a arrêté, il a dit je veux rentrer dans la police, donc il savait très tôt ce qu'il voulait faire. Il a fini major de promo dans sa formation de brigadier. C'est ce qui lui a ouvert les portes de la PJ, quoi. Fabrice a terminé premier du concours de la police au niveau national. De quoi en faire une célébrité locale. Ils sont venus me voir, ils ont voulu faire un petit article sur moi. Je ne pensais pas qu'ils allaient faire un aussi gros article, j'étais en première page, même si la première phrase ne me met pas très en valeur. Il n'est pas très grand, pas très costaud, mais c'est pas grave. Malgré les vacances, Fabrice a du mal à déconnecter. Pour l'ensemble, garde à vous. À disposition du chef de section. En avant. Le lendemain, il est fier de nous montrer son ancienne école de police. Gauche. Gauche. Allez, chaussez votre arme. Contact. Je vais vous présenter bien et moi. Celui que vous aimeriez être. C'est quelqu'un qui veut tout le temps bien faire. Il a fini major. Voilà. Donc là, vous avez le premier national. Et donc, il a choisi la 3e DPJ. Il y en a beaucoup qui voudront rentrer en PJ et qui n'y rentreront jamais. Ouais, mais tu m'as beaucoup aidé quand même. Aider quelqu'un de bon, c'est pas compliqué. Au coup de sifflet. Avant que Fabrice ne parte, son ancien instructeur lui donne une petite leçon d'humilité. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Allez, va. 19 à 13 pour l'instructeur. Fabrice doit continuer à progresser. Et pas seulement au tir. Quelques semaines plus tard, le jeune enquêteur de la PJ se replonge dans sa première affaire. Le gang de cambrioleurs spécialisés dans les appartements, en location sur Internet. Le suspect principal est une jeune femme roumaine. C'est elle qui a loué l'appartement, mais elle a fait l'erreur d'utiliser sa vraie identité sur le site de location. En quelques clics, Fabrice trouve des images de la cambrioleuse présumée et de ses complices. En fait, je t'ai extrait d'internet là les photos des 4 filles. Mais ça correspond à ce qu'elle nous a décrit quand même. On est dans les clous. Deuxième imprudence, elle a communiqué son numéro de téléphone portable à la propriétaire. Dans l'espoir de la localiser, Fabrice met en place des écoutes. À la PJ, elles peuvent durer des semaines, sans résultat. Là, je viens d'avoir une information qui peut être intéressante. Donc, elle vient de dire qu'ils vont passer la nuit dans un hôtel sur Porte d'Italie. Le point de chute des cambrioleurs serait un hôtel bon marché, dans le sud de Paris. L'opération repose sur les informations récoltées par Fabrice. L'enjeu est important pour lui. Les voleurs seront-ils présents dans l'hôtel qu'il a identifié ? Parti. Bonjour. Bonjour, c'est la police. Vous levez, s'il vous plaît. La principale suspecte est bien là, avec 2 de ses complices. Pour les enquêteurs, cette petite chambre d'hôtel est sans doute la base de repli des cambrioleurs. 1, 2, 3, 9 téléphones. Le réseau semble organisé et prudent. Aucun objet volé dans cette chambre. Les clés de la voiture. Dans qui est la voiture? Plus vous allez mentir, plus vous enfoncez. Hein. Plus vous avez des chances d'aller en prison. Quand la jeune femme s'effondre, les enquêteurs comprennent qu'ils sont sur la bonne piste. D'accord. Ok, on va y aller. On va faire la perquisition dans la voiture. Venez, mademoiselle. Allez. Devant l'hôtel,
Fabrice a repéré une voiture qui correspond aux clés, saisies dans la chambre. Oh putain. Dieu, mais il y a 10 000 sacs. Certainement le butin des malfaiteurs. Des sacs. Nickel. On va ramener tout ça au service, on va présenter à la victime, comme ça. On va savoir ce qui appartient à la victime, ce qui appartient pas à la victime. À la brigade, la propriétaire de l'appartement cambriolé vient d'arriver. Oh mon Dieu, oui, ça c'est toutes mes affaires. Ça c'est vos affaires? Oui, c'est mes affaires, tout ça. Et mes boîtes, c'est les boîtes. Les boîtes, c'est à vous ça? Tout ça, même ce qui est à l'intérieur, je reconnais tout. Bon, les boîtes, c'est à elle, les grosses boîtes. Tout est à moi, ça c'est à moi, ça c'est à moi, ça c'est à moi. Et lorsqu'elle croise sa locataire malhonnête... Et c'est mon pantalon, c'est mon pantalon. Le pantalon qu'elle a sur elle, c'est la victime. Ce sac rouge. Ah, ça c'est à moi, ça. C'est incroyable, ça. Ah, c'est des chaussettes à mon père, ça. Et là, la joya, tout. Ah, ça c'est à moi, ça. Ça c'est à moi, c'est mon Bouddha. Ah, ça c'est à moi. On va commencer par le sac, donc c'est un sac à main. Ah, c'est bien pour nous, c'est bien pour elle aussi. Donc voilà, tout le monde est content. J'espère qu'il y a encore beaucoup de choses. Pour le moment, la victime n'a récupéré qu'une partie de ce qui lui a été volé. La dernière recrue du groupe Vol et Frac poursuit son enquête pour retrouver les objets manquants. Couleur mauve. Couleur, ouais. Gris, ouais. Alors, vous avez? Dans les bureaux voisins, les enquêteurs de la PJ sont toujours sur la piste du braqueur à la Kalachnikov, recherché par toutes les polices de France. Le braqueur de bijouterie multirécidiviste reste introuvable. Il a déjà attaqué 2 joailleries en plein jour et réussi à dérober plus de 2 millions d'euros de bijoux. La seule arme du GRB, le groupe de répression du banditisme, ce sont les écoutes téléphoniques. Ça va? Ouais, ça va quoi? Ouais. Ouais, il a fait les buts à la maison, des gens qui sont bien. Et putain, t'es où toi, t'es à Marseille là? Oh, je suis là-bas là. D'ailleurs, j'ai toujours été à Marseille moi. Ah ouais? Soudain, l'un de ses proches baisse la garde. Il prononce instinctivement le prénom de l'homme recherché. Maman? Oui. Je peux aller avec... Tu peux aller avec quoi? Mais si c'est ton copain? Mais non. Non, tu comprends pas ou quoi? Ah ouais. Ted! Ouais. Viens voir. Tiens, là, ça c'est pas mal. Tu peux aller avec quoi? Il va aller à la plage avec son... Sa mère, elle l'engraine en lui disant non, c'est pas... machin. Elle essaie de se rattraper Voilà. pour dire que c'est pas ce Voilà. pour dire. Au moins déjà on sait où il est. On sait qu'il est pas sur Paris, on sait qu'il est à Marseille déjà. Bon, mais on va organiser un petit voyage là-bas, on est obligé là. On va chercher l'endroit où il serait susceptible de se trouver. Voilà, tout simplement. Objectif, revenir avec. Ah oui, c'est l'interpeller en direct, bien évidemment. Les hommes du GRB reprennent une longueur d'avance. Dès le lendemain, Fabrice, Cyril et Abdel poursuivent l'enquête à Marseille. Là, ça, c'est le gars qu'on cherche. En fait, on essaye d'avoir un maximum de clichés avec nous parce que ça nous permet de pouvoir se le mettre bien en tête. Il est chez lui, là, lui. Il habite au niveau du rond-point qu'on a passé, il crèche à gauche. D'accord, ok. C'est dans l'un de ces quartiers sensibles que le braqueur a grandi. Gangréné par les trafics en tout genre, ces cités sont difficiles d'accès pour la police. Des guetteurs surveillent les va-et-vient et donnent l'alerte en cas de descente. Fabrice mise donc sur une balade à la plage, celle évoquée la veille sur les écoutes téléphoniques. Ouais,
mon avis, quand il dit qu'il va à la plage avec son petit frère de 11 ans, il va plutôt là. Il va le moins loin possible, en fait. Il l'emmène à la plage. Mais aucune trace du fugitif sur le sable marseillais. En parallèle, les écoutes téléphoniques de ses proches continuent pour informer Fabrice en temps réel. Une conversation anéantit les espoirs des policiers. Il est revenu, il a fait une connerie, il est recherché, donc ils se sont retaillés. Ils sont partis je sais pas où, ils ont quitté la France, ils sont partis en Espagne ou je sais pas où. Marseille, Paris puis l'Espagne, l'homme semble en mouvement permanent. Après 2 braquages retentissants dans la capitale, il sait que les enquêteurs de la PJ sont à ses trousses. Malgré ce voyage infructueux à Marseille, les hommes du GRB gardent espoir. Il faut être réaliste aussi, c'est pas une science exacte, donc on essaye, on va dans telle ou telle direction, et puis si ça marche mieux, si ça marche pas, tant pis. C'est partie du métier, donc voilà, c'est pas ça. Paris est la ville la plus touristique au monde. Plus de 30 millions de visiteurs l'année dernière. Ils sont de plus en plus nombreux à venir d'Asie, et notamment de Chine. Avec beaucoup d'argent liquide sur eux, les Chinois sont une cible de choix pour les pickpockets et les voleurs à la tire. Mais aujourd'hui, c'est une affaire beaucoup plus grave qui mobilise les policiers du groupe crime. On vient d'être saisi par la permanence criminelle du parquet de Paris d'une affaire de viol qui s'est passée ce matin entre 4h et 10h. La victime a été retrouvée à 10h dans un sous-sol d'un bâtiment de l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière. Damien se rend au plus vite sur la scène de crime. La Pitié-Salpêtrière est le plus grand hôpital de Paris. 90 bâtiments et presque 200 000 mètres carrés. Dans un recoin de ce labyrinthe, au fond de ce parking, la victime aurait subi un calvaire pendant près de 3 heures. La jeune femme d'origine chinoise est encore sur place. Son agresseur aurait quitté les lieux il y a moins de 30 minutes. Première piste pour les policiers, une caméra à l'entrée du parking. Ces images ont été filmées quelques instants seulement avant le viol. L'agresseur présumé semble connaître les lieux. Il prend soin de ne jamais faire face à la caméra. T'as mesuré à quelle hauteur il était, ce conduit ou pas déjà? Quelle hauteur? Ouais. Damien attend donc beaucoup des constatations de l'identité judiciaire, la police scientifique parisienne. C'est dans ce local technique que le violeur aurait abusé de sa victime. Les policiers fouillent chaque centimètre de la petite pièce pour collecter le plus d'indices possible. T'as de la paluche? Ouais. Empreintes digitales, objets abandonnés sur place, plusieurs pistes semblent exploitables. Avant de partir, l'individu a éteint la lumière, donc matière biologique, ADN et peut-être identification rapide. Quelques heures plus tard, au QG du 3e DPJ, les policiers font appel à une interprète chinoise. Malgré la souffrance de la victime, Camille, l'enquêtrice, tente d'obtenir plus d'informations. Je suis vraiment stupide. Si je n'étais pas allée dans ce parking, rien ne se serait passé. Vous n'avez rien fait de mal. Le plus important, c'est que vous soyez en vie. Combien de temps elle est restée dans cette pièce? Peut-être 2 ou 3 heures. J'ai eu plusieurs fois l'occasion de m'échapper, mais il m'a toujours attrapée. C'est finalement l'agresseur présumé qui a pris la fuite en s'emparant de tous les effets personnels de la jeune femme. Sac à dos, argent liquide et appareil photo. La conversation avec la victime n'a pas fait avancer l'enquête. J'ai pris une photo sous cet angle.
Camille décide de l'emmener à l'endroit où elle a rencontré son agresseur pour ensuite retracer son parcours. L'homme a abordé la jeune touriste en lui proposant de lui faire découvrir Paris. Pendant 2 heures, ils se sont promenés dans les rues de la capitale avant qu'il ne la conduise au parking. On a marché sur ce pont. La victime reconnaît un lieu où elle se serait arrêtée avec le suspect. Vous voyez la boulangerie verte? Il a acheté un croissant là. C'est ici, je reconnais la devanture. Oui, j'en suis sûre, c'est là. Bonjour madame. Oui. Je suis de la police judiciaire. On travaille sur une affaire qui est relativement grave. Oui. Est-ce que vous vous souvenez de cette jeune femme? Avec une casquette sur la tête. Elle est venue avec un jeune homme. Ils ont pris des pains au chocolat, enfin 2 viennoiseries, 2 jus d'orange. Il était super tôt. Lui, il est beaucoup plus grand qu'elle. 1m80, 1m85, mince. La boulangerie est équipée d'un système de vidéosurveillance. Les enquêteurs vont peut-être enfin trouver ce qu'ils cherchent. Ah. Attendez, ouais, ben voilà, justement, c'est ce qui nous intéresse. Celui du milieu. C'est lui? Oui. Oh, il est beau. Il est très beau. Effectivement. Ok. Ouais, on va avoir une belle tronche là. Ouais. Donc on le voit bien de face, ce qui va considérablement nous aider quand on va diffuser sa photo. Alors je pour pouvoir l'identifier tout simplement. C'est une bonne surprise, ouais. C'est l'enquête qui permet d'avoir ce genre de bonne surprise. Mais ça va vachement nous aider dans la poursuite de l'enquête. Les policiers connaissent désormais le visage de l'agresseur, qui est diffusé à toutes les unités de la capitale. Les consignes sont claires. Il faut arrêter le violeur présumé avant l'incident diplomatique. Ok, vous êtes garé où, vous? 2 heures plus tard seulement, Damien roule à toute vitesse vers le centre de Paris. Et c'est assez loin du bar. Nous, on est à Ligre dans 5-6 minutes. Allez, 6 minutes. Allez, à toutes. 2 collègues ont remarqué un individu qui cette fois correspondait en tout point au signalement, qui était dans un bar du 12e arrondissement, dans le secteur où il a accosté la victime. Donc là, on se retrouve avec un maximum d'effectifs devant le bar pour tenter une interpellation. Le suspect se trouverait donc dans un bar avec quelques amis. Pour ne lui laisser aucune chance de s'échapper, les policiers qui l'ont repéré attendent l'arrivée de Damien pour l'interpeller. Tu viens de les croiser, ils sont là. Ils sont juste là. Ils sont juste là. T'as une idée de pourquoi on est là? Ouais. Non? Aucune idée? T'es connu des services de police? Oui. Pour quel fait? Vol? Vol de quoi? Vol de quoi? Vol de quoi? Véhicule, chewing-gum, orange, j'en sais rien. Vol à étalage? Non. Pour moi, ça correspond. En tout point, il est habillé quasiment de la même manière, c'est les mêmes chaussures. Enfin voilà, il n'y a pas de doute à avoir. Pour une fois, la chance est de notre côté, et pas du sien. De retour au QG de la PJ, les enquêteurs font une découverte qui laisse encore moins de doute sur sa culpabilité. Caché dans ses chaussures, une liasse de billets chinois. Tu es placé en garde à vue pour des faits de viol. Un viol, tu sais, de relation sexuelle sur une femme qui ne veut pas. C'est la chinoise? Oui, c'est ça. Mais elle vient avec moi. L'homme nie en bloc. Il n'y a pas eu viol, mais une relation sexuelle librement consentie. Il est 4 heures du matin. Les policiers décident de l'envoyer un moment en cellule pour réfléchir. Un moment de répit pour eux aussi. Allez, à tout à l'heure. Bonne nuit, hein.
la banquette convertible, le duvet, le petit oreiller. C'est pas la première nuit que je passe au boulot malheureusement, mais à chaque fois qu'on passe une nuit au boulot, c'est que ça en vaut la peine pour une victime. Tu dormais? Oui. Bah là, faut te réveiller parce que là, c'est la confrontation. Si t'as été, c'est maintenant. Hein. Parce que là, demain, t'es présenté devant le juge et tout machin, c'est prison directe, hein, je te le dis. Hein. Ok? Allez, Le lendemain, c'est l'heure du face-à-face entre la victime et son agresseur présumé. C'est bon pour tout le monde? C'est parti. Alors je vais commencer par poser des questions à mademoiselle. Est-ce que vous reconnaissez le monsieur qui est assis devant? Oui, oui. Je hais ce monsieur, il m'a violée. C'est lui qui m'a contrainte. J'ai eu très peur. C'est elle qui m'a touché en premier. Elle dit que je l'ai violée, mais c'est pour se venger. Je reconnais lui avoir volé ses affaires, mais je l'ai pas violée. Non, non, il m'a forcée et déshabillée. Je lui ai dit que j'avais très mal, mais il a continué. Même en présence de la jeune femme, l'homme continue à nier. Au final, ça restera la parole de l'un contre la parole de l'autre parce qu'il n'y avait personne dans le local au moment où sont produits les faits. Nous, on n'a pas perdu la guerre si l'auteur part d'ici en disant non, je ne l'ai pas violé, et on n'a pas gagné la guerre s'il part en disant oui, je l'ai violé. Nous, on apporte le maximum d'éléments au magistrat et après, c'est le magistrat qui prend sa décision. Mais une heure plus tard, un élément change le cours de l'enquête. Le compte-rendu médical vient d'arriver. Effectivement, il y a eu des violences. Là, par rapport au déroulé de la relation sexuelle, là, il y a quelque chose qui n'est pas en adéquation avec ce qu'il nous dit depuis le départ. Après le choc de la confrontation, la nouvelle soulage la jeune Chinoise. Je suis fatiguée, je suis triste. Mais je me sens mieux depuis qu'il a été arrêté. Allez, on défait, on défait! Merci à vous, bonne soirée. Attention à la tête. Déféré devant le procureur de la République, l'homme est placé en détention provisoire. Il sera jugé par une cour d'assises. Il risque jusqu'à 15 ans de réclusion criminelle. Bertrand et les policiers du groupe de répression du banditisme, le GRB, sont toujours sur les traces du braqueur à la Kalachnikov. L'affaire est au point mort quand un événement relance l'enquête. Le meilleur ami du fugitif vient d'être abattu en région parisienne. Sa voiture a été criblée de balles. Un règlement de compte sur fond de trafic de stupéfiants. Pour Bertrand, le braqueur pourrait décider de venger son ami. Une conversation entre deux de ses proches confirme les craintes de l'enquêteur. Il est mort. De quoi? Il est mort. Bah ouais, ça me l'apprendre là. Il est à la base, c'est son meilleur pote, tu vois. Là, je me connais. Ça va partir en couille et je sais pas si ça part en couille. Moi, j'ai beaucoup eu peur qu'il fasse un truc de fou parce qu'il est vraiment fou et s'il fait les choses, il va vraiment faire un truc de fou. Ils ont dit qu'ils sont en train de monter là. C'est un truc de ce matin. Au final, le règlement de compte pourrait permettre à Bertrand et ses collègues de se rapprocher de leur cible. L'arrivée à Paris du fugitif et de son ami semble imminente. Le lendemain matin, les enquêteurs du GRB nous appellent en urgence. Ouais. Ok. L'ami du braqueur vient d'être localisé en banlieue parisienne. En à peine 15 minutes, une vingtaine de policiers du 3e DPJ bouclent le quartier. Pour toute l'équipe, il s'agit d'une occasion unique d'arrêter l'homme qu'ils chassent depuis 3 mois. C'est bien reçu. Pour info, là, c'est Fabrice qui est dans la cuve. Hein. La cuve, c'est cette camionnette aux vitres sans teint, garée au cœur du périmètre, pour observer discrètement toutes les allées et venues.
Ouais, je récapitule, il y a une com pas très intéressante quant à présent qui devrait se renouveler dans 5 minutes. Donc la copie de l'objectif est bien à l'adresse Monstron reçu. C'est reçu. D'un instant à l'autre, la jeune femme pourrait sortir de l'immeuble, peut-être accompagnée du fugitif. Ça sort, il a un surtout orange. Ah, on y va. Top, interpelle. Top, interpelle. Ça part. Il part. On reste loin. Vas-y. Il est là. Il est là, c'est bon. Il a eu. Allez. Tu bouges pas. On le parle. Allez. Tu bouges pas. On le parle. On est dans la voiture après, on le parle d'abord. Merci, il a. Gauche droite, il a un truc. C'est bon. Il a de l'argent là. Il a l'argent, on prend. C'est ok? C'est bon? On a tout le monde, on a gagné, d'accord? C'est bon. Allez. Tranquille. Je vous montre, restez avec moi. Rentre. Ça va bien se passer. Tranquille. Ces cris, ce sont ceux de la petite amie du suspect, interpellée au même moment. On vous laissera pas lui parler. T'aurais dû rester à Marseille. Mais oui, mais même si tu l'aimes, c'est la vie. On joue, des fois on gagne, des fois on perd. Tu comprends? C'est un gros poisson là qui reste sous les barreaux là. Ouais, c'est un beau voyou. Il était temps qu'on l'attrape. Il aurait encore fait du mal, il serait pas arrêté tout seul. Oui, madame le juge, c'est le capitaine Jou confirme l'interpellation de notre objectif. Donc après une belle course-poursuite à pied, mais bon, on l'a attrapé. Donc voilà, on le place en garde à vue, je vous rappelle dans la foulée. On est au 6e étage. Non, mais je te dis, on sait jamais, un coup de folie ou n'importe quoi. Sache qu'on est au 6e étage quand même, ok? On était sur toi. Tu nous as fait courir, bien. Ça m'a fait plaisir de t'attraper. J'aurais pas dû revenir à Paris, tout simplement. Tu dis c'est une erreur stratégique. J'ai fait une erreur. Ouais, c'est le jeu, là. On a perdu. Voilà. On assume comme un homme. On assume. On a fait des erreurs, on assume. Voilà. Oh putain. J'ai presque le double de ton âge, gros. Tu te rends compte? Un papa comme moi. Faut se ranger, gros. Voilà. Allez, on est parti. Je t'aime. Bonjour. Pardon. Allez, ça va? Je te vois tous les jours sur le film. Vous avez donc. L'homme n'a que 23 ans. Il est mis en examen pour vol à main armée en récidive, évasion et séquestration. Il pourrait ne pas retrouver la liberté avant une vingtaine d'années. C'est un très beau coup pour les policiers. Le chef du GRB tient à remercier ses hommes. Allez, je porte un toast ce soir à tout le monde. Je vous remercie d'être là. On a bien travaillé cette année. Et je vous remercie encore pour votre travail, votre disponibilité, surtout votre bonne humeur, bonne ambiance et bonne mentalité au groupe et aux futures aventures qui nous attendent. Merci à tous. Merci Fabrice. Les policiers pensent en avoir fini avec le braqueur à la Kalachnikov. Mais 2 mois après son arrestation, profitant d'une visite à l'hôpital, il réussit à s'évader. Toutes les polices de France sont aujourd'hui à ses trousses.
Mais à ce jour, il court toujours.